deuxième partie de notre webinaire qui traite des instances internationales de la gouvernance du sport. On est toujours attaché au module 2 qui traite au sens large de la gouvernance du sport. Comme on vous disait la semaine dernière, l'enjeu pour nous, à la semaine dernière et ce soir, c'est surtout de vous sensibiliser à ces sujets-là, vous puissiez à peu près avoir une vision de quel est l'écosystème international du sport. On ne fera pas de vous en deux webinaires des experts du sujet, mais à minima, vous avez à peu près une vision pour pouvoir naviguer dans cet environnement-là dans le cadre de vos fonctions actuelles ou à venir au sein de fédérations. Comme la semaine dernière, donc c'est Jean-Christophe Breillat, avocat CDS, qui va animer cette séquence. Voilà, comme vous en avez l'habitude maintenant, vous n'hésitez pas à poser des questions, à prendre la parole. L'enjeu, c'est que ce soit le plus interactif possible et qu'on puisse répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir, également vos partages, potentiellement regarder des échanges que vous pourriez avoir à l'échelle de vos fédérations avec des instances internationales. Et Jean-Christophe, je te laisse la main. Ok, merci Romain. Bon, bonsoir à tout le monde. Alors d'abord, toutes mes excuses pour avoir décalé le début de cette réunion, mais parfois les avocats ont des petites urgences. Enfin, il n'y a pas que les avocats, il y a des tas de gens qui ont des bonnes raisons d'avoir des urgences, mais c'était mon cas aujourd'hui. Donc merci de votre compréhension. Donc on ne va pas perdre plus de temps que ça. Juste avant de commencer, là, donc la deuxième partie, qui normalement sera plus courte que la première, je vous préviens, ou je vous rassure, c'est selon. Euh, S'il y en a parmi vous qui ont des questions qui leur sont venues par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière et qui veulent les poser tout de suite avant qu'on entre dans d'autres sujets, sentez-vous à l'aise. Voilà. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ou pas? Des questions subsidiaires. J'ai pas de main levée pour l'instant. Ok, bon. Tout était bon. Bon, bah alors, très bien. Donc, comme l'a dit Romain, pour votre santé et pour la mienne, hein, vous n'hésitez pas à intervenir et à m'interrompre en tant que de besoin. Donc, sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et puis, s'il y a des trucs qui vous reviennent de la semaine dernière, n'hésitez pas non plus, hein. Donc, alors, on retente le partage. Ça partage ou pas? Ça Oui. partage. Oh putain, la technique suit. Tout va bien. Pardon pour déjà, premier gros mot, c'est ben, pas bien, mais Je couperai au montage. voilà, c'est ça. Donc, la semaine dernière, petit résumé des épisodes précédents, previously, je vous ai expliqué un petit peu les typologies des fédérations internationales, hein, les grandes catégories, comment on pouvait les classifier, quelles étaient leurs missions principales. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur leur localisation, parce que qui dit fédération internationale, bah, en principe, mais on va voir en principe seulement pose la question de leur localisation, hein, où est-ce qu'elles sont situées. Alors j'imagine que vous avez quelques idées peut-être préconçues là-dessus, mais on va en parler ensemble. Alors, ce qui est important par rapport à la localisation, outre les questions de tout bête de se déplacer pour se rendre dans ces fédérations, c'est une question de statut juridique. Parce qu'il faut savoir que les fédérations internationales, elles n'ont pas ce qu'on appelle la personnalité juridique internationale. Pour qu'une organisation, une entité ait ce qu'on appelle la personnalité juridique internationale, il faut que les États, la France, la Chine, le Brésil, le Vanuatu, tout ce que vous voulez, passent une convention internationale, une sorte de contrat entre États, pour donner à telle organisation donc la personnalité juridique internationale, pour que ce soit une personne morale qui existe au niveau international. Dans le sport, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à la différence, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, qui là sont des organisations euh, entre États, hein. Seuls des États sont membres de l'ONU ou de l'Union européenne. Mais vous avez aussi l'exemple de la Croix-Rouge internationale, qui est une association, hein, donc qui n'est pas un regroupement d'États, mais qui, parce qu'il y a un traité, ce qu'on appelle les conventions de Genève, vous avez déjà dû peut-être en entendre parler, qui reconnaissent, les États ont reconnu que la Croix-Rouge, entre guillemets, méritait d'avoir une personnalité juridique internationale. Dans le sport, il n'y a rien de tel. Même le CIO, le Comité international olympique, même la FIFA n'ont pas cette personnalité juridique internationale. Et donc, en termes de nationalité,
les fédérations internationales, ben, elles vont avoir la nationalité du pays où elles ont leur siège. Si elles ont leur siège en Allemagne, ça sera une personne morale de droit allemand. Si elles ont leur siège en France, ça sera une personne morale de droit français. En Suisse, de droit suisse, au Botswana, du droit qui relève du droit du Botswana. Et ça a son importance parce que donc, le droit applicable, ça sera le droit de l'État où la fédération internationale a son siège. Et puis, ce sont en général les tribunaux de cet État qui seront compétents si jamais il y a des litiges qui les intéressent. Alors, en termes de statut, grosso modo, une fédération internationale, elle peut être soit sous forme d'association à but lucratif. Alors, chez nous, en France, l'association à but lucratif, c'est une association qui relève de la loi du 1er juillet 1901. Je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est le statut de vos clubs, hein, le tennis club de Castelginest, par exemple, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est mon club de tennis, c'est une association loi de 1901. La Ligue Centre-Val de Loire de tennis, que je vois dans une petite vignette, c'est une association loi de 1901. Et puis la Fédération française de tennis, c'est une association loi de 1901. En revanche, la Fédération internationale de tennis, comme elle n'a pas son siège en France, ce n'est pas une association loi de 1901, c'est une entité qui relève du droit du pays où elle a son siège. Et en l'occurrence, c'est le Royaume-Uni. Donc en général, c'est des associations à but non lucratif. Donc loi de 1901 en France, mais il y a des équivalents dans la plupart des pays. Et ce sont des associations à but non lucratif, même si elles gèrent des budgets parfois de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'euros. La FIFA est une association à but non lucratif. Le CIO est une association à but non lucratif, en dépit du fait qu'elle gère des budgets colossaux. Parfois, ce sont des fédérations internationales qui sont constituées sous forme de sociétés commerciales. On a quelques exemples. La Fédération internationale de tennis, dont je parlais il y a 30 secondes, la Fédération de voile, celle de squash, mais aussi le PCR qui gère les compétitions européennes en rugby, l'Euroleague en basket. Alors, en général, on retrouve plutôt des fédérations internationales qui sont constituées sous forme de sociétés commerciales dans les pays anglo-saxons. Le tennis, la voile, le squash, tout ça, ça a son siège social au Royaume-Uni, en Angleterre, dans des pays, en Irlande, voilà, dans des pays de droit anglo-saxon. OK? Mais inversement, par exemple, vous avez l'exemple de la Fédération internationale de judo, qui auparavant était une société qui était basée en Irlande et qui relevait du droit irlandais. Elle s'est transformée en association, non pas loi de 1901, mais relevant du droit suisse sur les organisations à but non lucratif, quand elle a changé son siège social pour l'installer à Lausanne, en Suisse, en 2009. OK? Alors, donc, en termes de statut juridique, ayez en tête, alors vous entendrez peut-être parler, la règle de la loi du siège. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la fédération internationale, elle va être soumise au droit national du pays où elle a son siège. Association de droit suisse qui relève donc des articles 60 et suivants du Code civil suisse. En France, loi du 1er juillet 1901. Celles qui sont à Monaco, il y a une loi à Monaco du 18 décembre 2008 sur les associations à but non lucratif, etc., etc. D'accord? Ayez aussi à l'esprit qu'en France, le juge considère que les règlements édictés par des fédérations internationales situées à l'étranger, ce qui est le cas de la plupart des fédérations internationales, ne s'appliquent pas directement sur le territoire national. Vous avez un arrêt que je vous ai mis un extrait du Conseil d'État de novembre 2006 qui vous dit, considérant que blablabla, 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 eu égard à l'absence d'effet direct en droit interne de la réglementation des fédérations internationales. En l'occurrence, c'était le règlement de la FIFA sur l'activité des agents de joueurs. Et à l'occasion d'un procès en France, quelqu'un disait oui, mais le règlement de la FIFA, il dit que ceci, cela. Et le juge a dit la FIFA, je ne connais pas. Ce n'est pas un truc de droit français, je ne connais pas. Pour que le règlement de la FIFA ait des effets en droit français, le règlement sur les agents de joueurs, il a fallu ce qu'on appelle une transposition en droit interne, c'est-à-dire que la fédération, en l'occurrence française de football,
intègre dans ses propres règlements les dispositions des règlements de la FIFA sur les agents de joueurs, mais tout type de réglementation. Donc, si vos fédérations nationales en France n'ont pas dans leur règlement une référence directe au règlement des fédérations internationales qui sont basées à l'étranger, s'il y a un litige en France, le juge français il vous dira je ne connais pas ces gens-là. D'accord? Donc, d'où l'importance pour les fédérations françaises quand elle relève d'une fédération nationale qui a son siège social à l'étranger, et une fois de plus, c'est le cas de la plupart des fédérations internationales, de bien avoir dans leur propre règlement, quelque part, une référence à ces réglementations. J'ai vu que Amandine a secoué la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me permets juste, ça vaut aussi pour le règlement du sport en lui-même? Parce que il me semblait que la semaine dernière, on disait que le règlement sportif était établi souvent aussi par les fédérations internationales. Mais du coup, Mhm. si on ne dit pas au niveau national que on se réfère au règlement international, on pourrait faire nos propres règles. Tout à fait. Et même, je vais Ok. même vous dire, vous avez complètement raison, et je vais même vous dire la situation. Alors, c'est très artificiel, mais c'est comme ça, c'est la France, hein, on sait mieux que les autres, hein. Il y a des pays, ça ne leur pose pas de problème de reconnaître directement les règlements de la FIBA, de la FIFA, de la fédération, de ce que vous voulez. En France, on est plus fort que les autres, on ne les connaît pas. Donc, pour prendre un exemple très concret, un but de foot, ça fait 7,32 m sur 2,44 m. Alors, ça tombe pas juste parce qu'à la base, c'est des pouces, des pieds, des trucs anglais, hein. Un but de hand, c'est 3 mètres sur 2 parce que c'est des Allemands, c'est le système métrique comme nous, juste pour l'anecdote. Mais dans les règlements de la Fédération française de football, il y a quelque part une disposition qui dit que les règles du jeu sont celles établies par la FIFA, ce Ouais. qui permet indirectement de pouvoir admettre qu'en France, un but de foot, ça fait 7,32 m sur 2,44 m. Mais en théorie, s'il n'y avait pas cette référence, la Fédération française de football pourrait décider qu'un but, il fait sur 12. Ouais, Alors voilà. évidemment, ça lui poserait des problèmes par rapport à la FIFA. Je suis bien d'accord. Mais d'un point de vue strictement juridique pour le juge français, c'est le cas. Alors, le cas des règles du jeu proprement dites, il est un petit peu particulier. Mais après, pour tout le reste, là, je vous parlais des règles sur les agents de joueurs dans le football. Euh, la FIFA, elle a une réglementation assez forte sur les agents de joueurs. Ça ne concerne pas du tout ce qui se passe sur le terrain. C'est des considérations économiques, etc. Et pour que les règles de la FIFA s'appliquent en France, il a fallu que la Fédération française de foot, dans ses propres règlements, y fasse référence, en y étant obligé par la FIFA. Vous voyez un peu le Ouais, circuit. ouais. Ok, ça OK. marche, merci. Alors, je suis déjà fatigué, donc je vous ai dit que la plupart des fédérations internationales avaient leur siège à l'étranger. Évidemment, il y a quelques exceptions et il y a quelques fédérations internationales qui ont leur siège en France. Donc là, je vais arrêter de partager et c'est Romain qui prend la main pour vous la donner. Essayez de me donner quelques fédérations internationales qui ont leur siège en France. Sans tricher avec ChatGPT, bien sûr, hein, évidemment. C'est un truc que je disais pas avant ça, mais maintenant je suis obligé. Elle n'est pas facile, hein, j'admets celle-là. Celle avec le drapeau du Vatican la semaine dernière était beaucoup plus facile. Je ne sais pas s'il y a une fédération internationale de tambourin, hein. Je ne m'avancerai pas. Vous êtes quand même assez malin, hein. On ne vous coince pas facilement.
Ah, ça, c'est une bonne réponse, aucune idée. Pas qui. Palais vendéen, ça existe, ça se mange, non? C'est la brioche. C'est la brioche vendéenne, c'est autre chose. Pas de problème, Stanislas, pour le retard. Bienvenue. On est bon? Ah, mais j'avais le micro fermé, moi je vous parlais depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Bon, ça. Pas de souci. Oui, j'ai pas les Vendéens. Il y a un championnat du monde qui a été organisé la semaine dernière, donc il y a peut-être une fédération internationale en effet. Mais Ouais, là mais tout de suite, c'est qu'ils jouaient contre des Bretons, non, c'est ça? Et c'est quand même pas mal, hein? ouais, on est Bon, bon, je crois que là, allez hop. on va clôturer. Donc, ah bah, ça a disparu, du coup. Oui. Ah, pardon, tu veux que je remette? Excuse-moi, pardon. Si C'est tu moi, peux c'est moi. remettre. Je remets. Hop. Est-ce que je peux zoomer avec ça? Ouais. Alors, la FIA, oui, Fédération internationale de l'automobile. Et qui c'est qui a mis FIA, qu'il ou elle se dénonce? Moi, j'avais mis tout au début. Très Jacques. bien. Et alors, même si on veut être plus précis, c'est où leur siège? Quelque part. À côté où il y a la Concorde, là, la petite tour, enfin la flèche, non, C'est j'ai ça. aucune idée. Non, L'obélisque. c'est ça, c'est ça. Là où il y avait le skateboard pendant les Jeux Olympiques. Voilà, Effectivement, ils ont leur exactement. siège place de la Concorde, juste à côté de l'hôtel Crillon. Je ne sais pas si vous vous situez. Pas Alors moi, chic. je connais un petit peu parce que je suis secrétaire général, je m'occupe de la cour d'appel de la FIA, donc j'y vais régulièrement. Et ouais, ils ont des chouettes locaux. Alors, il faut savoir juste Belle que la vue. FIA, pour la petite histoire, ils ont leur siège social en France. Donc, c'est une association loi de 1901, mais ils ont aussi des bureaux à Genève et puis à Londres. Et d'ailleurs, ils ont plus de salariés à Genève qu'à Paris, mais juridiquement, c'est une association, loi de 1901. La pétanque, oui, la pétanque a son siège social en France. L'IFAF, c'est le football américain, sauf erreur. Oui, ça peut paraître curieux, mais effectivement, ils ont leur siège en France. La pelote basque, oui. Aucune idée, bonne réponse. L'équitation, non. L'équitation, ils ont leur siège à Genève, pas à Genève, à Lausanne, en Suisse. Le Palais vendéen et le tambourin, je fais confiance, mais j'ai quand même un petit doute, qui est une fédération internationale. L'athlétisme, non, ils ont leur siège à Monaco. La boxe française, j'en suis pas certain, mais c'est bien possible. Le cyclisme, non, ils ont leur siège en Suisse, alors pas à Genève, pas à Lausanne, mais à Aigle, c'est au bout du lac, mais c'est autour du lac. Et le VTT, il n'y a pas de fédération internationale de VTT, c'est intégré à la Fédération internationale de cyclisme qu'on appelle l'UCI. Mais bon, globalement, vous êtes pas mal du tout. Alors, je vais essayer de reprendre la main en partage. Tac. Ah, on a une question dans le fil. Pourquoi Ouais. beaucoup en Suisse? Bah, c'est typiquement ce qu'on a On abordé. y vient dans quelques slides. Ouais. On va pas spoiler, mais on y vient dans quelques slides. Alors, ça se raffiche, c'est bon? C'est en train d'arriver chez moi. Ouais, c'est bon. OK. Alors, donc voilà, moi, ce que j'avais noté, donc l'automobile, le foot américain, la savate, donc la boxe française, la pétanque à Marseille. Alors, je ne sais plus qui a mis équitation, j'ai dit non, mais il y a le tourisme équestre qui est à la mode Beuvron. Alors, c'est un peu particulier. Le tourisme équestre, c'est de l'équitation, comme son nom l'indique, mais ce n'est pas la dimension sportive de l'équitation. Le saut d'obstacle, tout ça, c'est dans la FEI, la Fédération équestre internationale, qui a son siège à Lausanne. Et on a aussi la Fédération de Baltrap, qui est également en France, à Paris. OK? Mais ça en fait pas beaucoup, hein. Ça en fait pas beaucoup. Alors, vous avez peut-être entendu que la FIFA a un bureau à Paris, un peu comme la FIA a un bureau à Genève et un autre à Londres. La FIFA, qui a son siège à Zurich, en Suisse, a aussi ouvert un bureau à Paris. Et d'ailleurs, c'est les voisins de la FIA. Ils sont dans l'autre bâtiment en face, ce qu'on appelle l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Alors, donc, il y a que ces derniers temps une tentative d'attirer, par exemple la FIFA, ou même de conserver,
par exemple la FIA, les fédérations internationales en France. Ça, c'était un grand truc d'Emmanuel Macron, parce que ça participe du prestige de la France, il y ait plus de fédérations internationales qui viennent s'installer chez nous. Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, il y a des avantages fiscaux qui ont été votés, avec une exonération de certains impôts pour les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO, une exonération d'impôts sur le revenu pendant 5 ans pour les salariés de ces fédérations. Donc, je peux vous dire que les amis que je connais qui travaillent pour la FIA à Paris, ils étaient tout contents. Mais finalement, ce bout de la loi de finances a été censuré, c'est-à-dire annulé, par le Conseil constitutionnel. Alors, ils ont pris comme argument que comme ça dépendait du critère de la reconnaissance par le CIO, et que précisément le CIO, c'était une organisation de droit étranger, donc qu'on ne connaît pas vraiment en France, c'était pas suffisamment objectif, et donc ça a été annulé. Et depuis, le gouvernement, vu le bazar ces derniers temps, n'a pas essayé de remettre cette disposition dans la loi de finances pour 2025, par exemple. Mais donc, il faut savoir que en termes de diplomatie, ça fait partie des canaux qu'essaye d'utiliser la France pour accroître son prestige à l'international, même si ce n'est pas trop couronné de succès pour l'instant. Et régulièrement, la FIA, qui est quand même la plus importante des fédérations internationales qui a son siège en France, menace de quitter la France et d'aller s'établir dans des endroits plus luxuriants au niveau fiscal, notamment. Mais pour l'instant, ils n'ont pas mis leur menace à exécution. Donc, on a parlé des fédérations internationales qui ont leur siège en France. Maintenant, si on est toujours dans l'idée du prestige de la France, de la diplomatie, est-ce que vous avez idée de quels sont les présidents de fédérations internationales qui sont actuellement en poste et qui sont français? À vous de jouer. Alors, vous avez même le droit, pour extrapoler, de mettre des présidents de fédérations européennes, hein, comme par exemple, avant, il y avait Michel Platini qui était président de l'UEFA. Alors, il ne l'est plus, mais il y a quelques autres exemples. Donc là aussi, on vous laisse Pareil, une ou deux minutes rendez-vous sur Klaxoon. pour vous lâcher. Il m'a fait de l'écriture inclusive, le Romain. C'est un grand débat au CNO. Ah, mais moi, alors, je vais faire le vieux schnock, hein, je suis contre. Alors, je suis pour qu'on inclue tout le monde, mais moi, je mettrais quels sont les présidentes / présidents. Alors, avec des points, des machins, moi, mes yeux saignent, personnellement, mais ça, C'est un peu vite. c'est un débat. Voilà, David Lapartien, UCI, président de la Fédération de pétanque. Oui. Christophe Roland, dont on a parlé la semaine dernière. Il y en a qui suivent, c'est bien. Julie Gabriel. Je ne l'ai pas. Alors pour le coup, je ne connais pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne réponse. Alors, la passée l'a été, mais il est décédé pour Il est information. décédé, hein, donc il est. Il a été, oui, président de World Il a été pour le rugby, tout à fait. Vous en avez en équitation, vous en avez L'équitation, c'est au niveau européen. Hein, ouais. Football américain. Ski. Ah, pas président, pardon. Ski, c'est secrétaire général. C'est qu'on a. C'est chaud. Bon, allez, on va arrêter le suspense pour ne pas perdre trop de temps. Alors, juste qui a dit, effectivement, Abdel Benazi, il était candidat pour prendre la présidence de World Rugby, donc comme avait été Bernard Lapassé dans le temps, mais effectivement, il a perdu contre un Anglais. Alors, qui a répondu Julie Gabriel et qui peut nous éclairer sur qui est Julie Gabriel? Arthur? Eh bien, bonjour. Alors, c'est moi qui ai mis Julie Gabriel. En fait, c'est quand on a commencé à parler du coup de la savate et de valider que c'était dans la Fédération internationale. Je vais pas mentir, en fait, j'ai regardé sur Google à côté. Donc, je la découvre actuellement. C'est comme ça que D'accord, ok. Bon, ben, vous la saluerez de notre part. Hein, et puis, ok. Mais c'est possible, hein, mais honnêtement, alors, il faut se méfier, parce que des fois, c'est pas à jour non plus, hein, les trucs qu'on trouve sur. J'ai pris c'est la première description qui était tombée quand j'ai vu la FISA. D'accord.
Ok, allez, je reprends la main, Romain, si tu veux bien. Oui, Euh, en train d'arriver. Ça y est. Voilà, moi, ce que j'avais, moi, Christophe Roland pour l'aviron et David Lapartien pour le cyclisme, qui sont tous deux par ailleurs membres du CIO, hein, on l'a dit la semaine dernière. Luc Tardif, qui est président depuis 4 ans de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui est une fédération importante, hein, au programme olympique. Pierre Trochet pour le football américain. Et puis au niveau européen, vous avez Jean-Luc Arassus, qui est l'ancien président de la Fédération française de surf, qui est président de la Fédération européenne de surf. Jean Zungrana, qui est l'ancien président de la Fédération française de canoë-kayak, qui est président de la Fédération européenne. Jean Gracia, qui est l'ancien directeur général de la Fédération française d'athlétisme, qui a été élu l'année dernière à l'Europe Athlétisme. Et Quentin Simonet, qui a été élu il y a un mois de ça ou deux à la présidence de l'Union européenne d'équitation. Et puis après, vous avez dans des fédérations, dans des sports non olympiques, vous avez d'autres, je ne vais pas vous faire le détail, mais vous avez d'autres Français qui président. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit que bah, c'est la France qui avait le plus de membres au CIO, hein, 5. Aucun pays n'atteint ce chiffre, même aucun n'atteint 4. D'ailleurs, tous les autres sont à 3 ou 2 ou 1. Par contre, au niveau des présidences de fédérations internationales, c'est un petit peu plus limité, et notamment pour les fédérations internationales, on va dire, qui comptent, hein. Et là, vous retrouverez souvent beaucoup d'Italiens, de Suisses, d'Allemands, qui sont peut-être un peu plus forts que nous en termes de lobbying international, et peut-être qui parlent aussi un peu mieux anglais que nous, parce que c'est malheureusement, ou pas malheureusement, mais c'est comme ça. Si vous ne parlez pas anglais, c'est même pas la peine. Alors, souvent, les fédérations internationales, notamment les plus anciennes, elles ont le français comme langue officielle, hein, en plus de l'anglais ou de l'espagnol, etc. Dans les faits, si vous ne parlez pas anglais, c'est même pas la peine. Par contre, c'est pas la peine de parler anglais avec l'accent d'Oxford, hein. C'est de l'anglais international. Euh, je dis ça parce que si parmi vous, il y en a qui ont le souhait d'évoluer un petit peu à l'international, faut surtout pas vous bloquer parce que vous parlez pas un anglais parfait, vous n'êtes pas C2 en anglais. Évidemment, il faut quand même avoir quelques bases minimum, mais même si, even if you speak like that, à un moment, vous allez parler avec des Sud-Américains, des Asiatiques, des Africains, et voilà, et ça passe, hein. Donc, faut dépasser ses propres blocages, on va dire, hein. Je fais une parenthèse là-dessus, mais on vous en reparlera en fin de programme. Le CNO porte un dispositif, Tout à j'en ai fait. peut-être parlé aussi vers le lancement, qui s'appelle le parcours en mission internationale, où justement on accompagne chaque année une vingtaine de profils qui sont soit élus de fédération, soit des salariés, à justement prendre des fonctions au sein d'instances internationales avec un vrai accompagnement sur notamment le management interculturel ou des choses comme ça. Et notamment dans ce programme, il y a aussi des logiques des cours de langue qui sont proposés. Et plus largement aussi, le CNO accompagne les candidatures françaises sur des postes internationaux. Typiquement, Quentin Simonet, ça a été le cas. Luc Tardif, ça a été le cas à l'époque. Jean-Christophe Roland aussi, où on accompagne individuellement à travers du lobbying, accompagnement de la communication, les candidatures des Français qui veulent aller dans des instances internationales. Tout ça pour vous dire que votre parcours, on l'espère, sera long, mais que le CNO sera vraiment là aussi pour vous accompagner sur ces sujets-là et qu'on a aussi un vrai rôle, nous, en tant que tête de réseau de développement sportif, de le faire rayonner aussi à l'international et d'accompagner les profils qui souhaitent se lancer. Tout à fait. C'est effectivement, tu as raison de le souligner. Et puisqu'on en est à faire de la pub pour nos formations, Oui, aussi. Quentin Simonet, il a suivi la formation dont je vous parlais la semaine dernière du MESGO, qui est une formation sur la gouvernance du sport international. Donc, faut pas hésiter. Une fois de plus, la langue, c'est indispensable, mais il faut pas le prendre comme une barrière. C'est pas non plus un objectif inatteignable. Et je vous le dis parce que moi, ça fait depuis 2011 que je m'occupe de la Cour d'appel internationale de la FIA, même si elle a son siège à Paris, on fait tout en anglais. Et honnêtement, je me prétends pas. Enfin, on me repère, hein, il n'y a pas de souci, mais je me débrouille. Donc, j'arrive à travailler professionnellement en anglais sans être un anglais de naissance, évidemment. Alors, vous savez sûrement qu'il y a beaucoup, voire la plupart des fédérations internationales qui ont leur siège en Suisse. On va en parler dans quelques instants. Mais pas que, hein. Vous avez bon, l'automobile à Paris, on en a parlé. L'athlétisme, on l'a dit, le pentathlon moderne, le motonautisme à Monaco.
le taekwondo à Séoul, donc ça, on voit pourquoi, badminton à Kuala Lumpur, le sumo à Tokyo, on voit aussi pourquoi, etc., etc. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines fédérations internationales qui ont un siège un peu tournant, qui en fait, à chaque fois qu'ils changent de président, la fédération internationale, qui souvent est limitée à un simple bureau, hein, c'est pas des choses très développées, bah, change de pays en fonction de la nationalité du président. Et ça a été le cas, par exemple, du badminton. Ils sont actuellement à Kuala Lumpur parce que leur président est de... c'est quoi? C'est la Malaisie, hein, Kuala Lumpur. Il est de Malaisie. Mais s'il y a un autre président qui, l'année prochaine, est de Bulgarie, eh ben, ils déménageront en Bulgarie. OK? Mais bon, quand même, la plupart sont en Suisse. Voilà, je vous ai mis là aussi les plus importantes. La FIBA, c'est le basket, ils sont à Mi, c'est un petit village, mais qui n'est pas très loin de Lausanne. La boxe à Lausanne, la FIFA à Zurich. La FIM, c'est la moto, ils sont également à Mi, c'est les voisins de la FIBA. L'UCI, le cyclisme à Aigle, donc c'est au bout du lac, etc., etc. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui sont où? À Lausanne. Donc là aussi, on va en dire quelques temps, donc quelques mots. Donc, au final, alors, bon, ça, la petite carte, ça date de 2015. Alors, c'est peut-être pas hyper précis à quelques unités près, mais quand même, ça vous donne une idée. Aujourd'hui, vous avez 30 fédérations internationales qui gèrent des sports olympiques qui ont leur siège en Suisse, et des sports olympiques, il y en a une quarantaine, hein. Donc, en gros, les trois quarts des fédérations internationales olympiques ont leur siège en Suisse. Là-dessus, il y en a 17 qui sont à Lausanne. Et vous ajoutez à ça encore 17 fédérations internationales qui ne sont pas olympiques et qui sont en Suisse, dont 11 à Lausanne. Donc au final, tout mélangé, vous avez près de 50 fédérations internationales, et parmi elles les plus importantes, qui ont leur siège en Suisse. Donc c'est-à-dire un bon 50% des fédérations internationales ont leur siège en Suisse, et souvent plus précisément dans le canton de Vaud, qui est la région qui est en marron là, sur la carte, et encore plus précisément dans le district, on va dire, pour reprendre un terme français, la communauté d'agglo de Lausanne. OK? Donc, les fédérations internationales, retenez très majoritairement en Europe, essentiellement en Suisse, notamment dans le canton de Vaud, et plus particulièrement à Lausanne, si on est en système d'entonnoir. Vous avez aussi en Suisse deux fédérations internationales, hein, dont on a parlé la semaine dernière, la fédération des fédérations internationales olympiques d'été, des fédérations olympiques d'hiver, des fédérations reconnues par le CIO, qui sont à Lausanne ou à Zurich. Vous avez des fédérations continentales européennes, l'UEFA, l'athlétisme, la gym, le tennis, le cyclisme, etc., etc. Et donc la question, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces fédérations internationales ont leur siège social en Suisse? Je vous écoute, je vous lis. C'est le moment où j'arrive, je vous ouvre un nouveau board sur Klaxoon. Et on est de plus en plus fluide, je trouve, dans nos passages de témoins. Ouais, chaque année, ça améliore. La vue sur le lac, elle est magnifique quand tu es à Lausanne. Par exemple, et ça, il faut le mettre comme... Alors, oui et non, parce que moi qui suis allé souvent à l'UEFA, qui est au bord du lac, c'est magnifique, et en face, tu as le lac, et en face, tu as le Mont Blanc. Enfin, ils te disent qu'il y a le Mont Blanc, parce que souvent, le Mont Blanc, tu ne le vois pas, même quand il fait beau, parce qu'il fait tellement beau qu'il y a des brumes de chaleur ou je ne sais pas quoi. Donc, il ne faut pas non plus sur-exagérer, mais c'est vrai que c'est joli quand même. C'est à côté de la nationale, l'UEFA surtout. Aussi. Alors, la fiscalité arrive d'entrée juste après les mentales, pour moi. Pays neutre, proche du siège du CIO, impôt, je le mets avec fiscalité. Hop, hop, CIO à Lausanne, CIO à Lausanne. Bon, pour l'instant, la vraie bonne réponse, elle est en haut à gauche, mais continuez d'essayer de chercher. Central en Europe, finance et banque, je vais le mettre entre ça et ça. Neutralité politique, facile d'accès, on va le mettre là. Pour international, ouais, intéressant. Et vous êtes pas mal quand même, hein. Franchement, hein. Exonération, ouais, on va mettre avec fiscalité et impôt. Central, ouais, ça je l'ai vu.
Géographie. Ouais, je vais mettre avec ça. Histoire, peut-être. Putain, mais Je me rapproche de neutralité politique, peut-être. Je vais mettre là. Pas trop mal. moi, je dois dire que vous êtes bien. Vous êtes bien. Alors, je reprends la main. Hop. Et j'ai trop de fenêtres ouvertes. Tac, ça doit être celui-là. Voilà, c'est bon. En train d'arriver chez moi. Et c'est bon. Super. Donc, est-ce que c'est là? On n'a pas du son, c'est juste moi. Je crois que c'est pour tout le monde. Ok. Ouais, on l'a perdu. Moi Donc, vous avez une super vue sur le lac qui peut être Il est dans les bons bloqué sur arguments. sur le Cervin. Là, c'est pas le même celui-là. Oui. On va récupérer Jean-Christophe. J'espère qu'il a vu que ça avait planté. Je pense que oui. Et il est sorti. Il va revenir. Ok, il va se reconnecter. C'est parfait. Il y a le démental sur la ligne. On valide, on valide. Mais les mentales est français, le gruyère est suisse, non? Ou c'est l'inverse? Les montagnards. Bonne question. Les deux sont suisses de base. Ouais, Les ouais, deux c'est ce sont que j'allais suisses. dire. Je crois que les deux sont Totalement. suisses, ouais. C'est aussi ça, dirigeant demain. C'est les interludes fromage, gastronomie. On se fera un apéro des régions à l'occasion. Surtout que j'habite à 5 minutes de la Suisse. Alors si je me trompe, je me fais taper par les. Ce sera notre caution, du coup, mental et gruyère pour le prochain rassemblement. Allez, Christophe. J'ai les snacks, sinon, si vraiment je dois combler, je comblerai. Donc, on était... Je reprends la main sur le partage en attendant qu'ils se connectent. Je vous spoil un peu. Est-ce que vous avez la référence AD? Parce que moi, je ne l'ai pas chaque année. Et certains, des fois, l'ont dans la promo. Pour moi, c'est juste qu'elle est suisse, mais Mais moi, je ne sais même pas. C'est un personnage? Ah bah oui, bien sûr. Non, La mais moi, je l'ai petite pas. fille des montagnes. Très bien. Bah, avec son grand-père à la montagne. je ne l'ai pas, excusez-moi. Hop, allez, on va. Le chocolat aurait pu être un argument, vous ne l'avez pas cité. Les mentales arrivent. Hop. Attendez, j'ai plus de batterie non plus. C'est parfait. Branche. Désolé de ce petit interlude du coup. Je peux combler moi avec les éléments que j'ai. Effectivement, il y a ce sujet de, vous l'avez évoqué, une situation géographique avec l'aspect central au niveau de l'Europe, stabilité politique, neutralité helvétique, qui a un côté assez sécurisant, on va dire, pour les fédérations internationales d'aller là-bas.
Vous êtes a priori en Suisse assez peu soumis à ce qu'un profil type Donald Trump puisse passer et remettre en cause un certain nombre de lois ou de cadres juridiques ou de cadres fiscales, on va dire, autour des fédérations qui peuvent être en Suisse. Donc ça peut être un des premiers arguments. Vous l'avez évoqué, la présence du CIO. Il y a un vrai pouvoir entre guillemets d'attraction et une vraie volonté pour les fédérations internationales d'être proximité, on va dire, du pouvoir que représente le CIO. Pour ceux qui sont déjà peut-être allés à Lausanne, vous avez un bâtiment, vous avez un certain nombre de fédérations, il est quasiment juste en face du siège du CIO. Donc il y a un vrai pouvoir d'attraction de par la présence du CIO en Suisse. Le statut de capitale olympique, sans rentrer dans les détails, mais l'utilisation des anneaux olympiques, c'est hyper complexe. Et par exemple, Lausanne a le droit de se vanter d'être la capitale olympique et d'utiliser les anneaux. Et il y a un statut un peu particulier qui a été mis en place, notamment pour le CIO, et qui, du coup, je crois, s'applique aux fédérations internationales, en termes notamment de fiscalité, comme vous l'aviez soulevé. Tac, tac, tac. Raison juridique. Alors, je ne maîtrise pas à fond le droit suisse, mais effectivement, il y a un cadre qui permet aux associations, on va dire, enfin, aux associations internationales, pardon, de se créer et d'exercer leur mission dans un cadre plutôt, j'ai l'air sympathique, c'est pas le terme, plutôt confortable pour elles par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays, notamment, on évoquait les contraintes fiscales. Les raisons fiscales, l'exonération d'impôts fédéral direct pour les autorités cantonales sont concernées donc les personnes morales avec but de service public et utilité publique dans lequel peuvent s'insérer la grande majorité de ces fédérations internationales. Pour y avoir accès, donc il faut être reconnu comme d'intérêt général, la possibilité dans les activités lucratives, si pas de finalité poursuivie par l'organisation. Ça, pour le coup, la plupart des filles cochent cette case-là. Et il faut, pour qu'elles aient accès, qu'elles soient reconnues par le CIO. C'est un petit sujet pour pas mal de fédérations internationales. Si vous allez sur le site du CIO, vous avez toutes les fédérations qui sont reconnues. Donc de fait, vous avez toutes celles qui participent aux Jeux Olympiques. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu pour pas mal de fédérations d'être reconnues par le CIO, ce qui leur donne accès, on va dire, à un certain nombre d'avantages, notamment en Suisse, mais pas que. Donc voilà, c'est un peu la même chose qu'en France, hein, avec la reconnaissance par le ministère et potentiellement le fait d'intégrer le CNOSF derrière. Voilà, il y a un vrai enjeu pour des fédérations, même celles qui ne sont pas au comité interne, qui ne sont pas aux Jeux Olympiques, pardon, d'être reconnues par le CIO pour disposer d'un certain nombre d'avantages. Le CIO qui a donc un statut administratif spécifique de par un arrêté du Conseil fédéral suisse de 81. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne vais pas vous le cacher, je ne maîtrise pas à fond les textes suisses. Facilité douanière donc pour les envois officiels du CIO, accès séjour, sortie facilité à tous les membres du CIO. Aujourd'hui, quand vous êtes membre du CIO, vous n'êtes pas loin d'être d'avoir des statuts assez proches de ce qu'ont par exemple les diplomates, avec des facilités pour passer d'un pays à l'autre. Donc voilà, si un jour vous voulez percer dans le monde de la diplomatie internationale, débrouillez-vous pour être élu membre du CIO. Ça vous ouvrira un certain nombre de portes. Est-ce que Jean-Christophe est revenu? Je ne l'ai pas. Non, on n'est pas dans le call. Ah, pas de chance. La dernière partie est beaucoup plus technique. Les aléas du direct. Ça m'étant pas jamais arrivé en troisième dirigeant de demain. Je t'appelle, bougez pas.
Et on t'a retrouvé. Tac. Bon, alors du coup, j'étais où? Vous m'avez perdu où? Désolé parce que comme je disais à Romain au téléphone, j'avais juste mes slides en plein écran, donc évidemment, je... Mais comment ça se fait que ça On- s'affiche toujours mon PowerPoint? C'est ça que je comprends pas. Non, c'est juste que t'es plus en partage, il s'affiche chez toi, mais c'est juste que nous, on l'a plus en partage. Ah, Là, d'accord. c'est moi qui projette là. Ah, bah alors, des projets, on va dire. Ouais. Et donc, vous m'avez perdu où? Bah, au tout début de l'intérêt pour l'effet des lettres en Suisse. J'ai... Merde. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Du coup, on pensait que tu t'avais vu que tu avais déconnecté, mais j'ai bien fait de t'appeler du coup. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un peu pu dérouler. Enfin, j'ai été slide, du coup, j'ai un peu déroulé. Après, forcément, avec moins de technicité que tu peux l'avoir, mais on peut repasser dessus rapidement si tu veux. Donc, Bon, à bah, partir de la localisation du siège social des FI et le premier argument qui était la situation géographique de la Suisse. oh putain, pardon, deuxième fois. Alors, tac, tac, tac. Tac. Voilà, on a été là alors. Ouais, c'est bon. Et c'est qu'en fait, j'ai le. Ah voilà, ce que je vais faire ça. Ce truc-là qui me gêne. Ah, c'est bon là? Ça marche? C'est bon. Donc, comme je vous disais, désolé, hein. Donc, la présence du CIO, alors non, avant la présence du CIO, il y a voilà, la localisation, donc situation géographique très centrale. Si vous regardez la carte de la Suisse c'est au milieu. Et donc, le sport international, il s'est construit fin 19e, début 20e, donc essentiellement en Europe, hein, pas en Asie, pas en Afrique, à peine aux États-Unis. Donc, ça concernait essentiellement des Européens au début. Et donc, la Suisse, c'était super, enfin, c'était moins difficile d'accès. C'était le plus central. Et en plus, neutralité politique, parce que début du XXe siècle, Première Guerre mondiale, c'était mieux d'être en Suisse qu'en Allemagne ou en France. Et d'ailleurs, le CIO, qui avait son siège à Paris depuis sa création en 1894, a déménagé en Suisse en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, on va dire, pour se mettre à l'abri. Et il est bien évident que la présence du CIO à Lausanne, depuis donc, le début du XXe siècle, ça a constitué une sorte de force d'attraction, compte tenu de son rôle, de ses activités, pour les autres organisations sportives internationales. Là, ce que vous voyez, là, le petit dessin avec des montagnes, les anneaux olympiques et Lausanne, capitale olympique, c'est le logo officiel de la ville de Lausanne, qui s'est quelque part autoproclamée capitale olympique il y a une trentaine, quarantaine d'années. Après, ils ont demandé quand même l'autorisation au CIO, qui est toujours un peu chatouilleux quand on utilise le terme olympique dans des documents de communication. Mais donc, la ville de Lausanne a une politique d'accueil des fédérations sportives internationales, un peu comme Emmanuel Macron a voulu le mettre en place en France, même si ça a moins bien marché. Euh, et vous irez peut-être jeter un œil pour ceux que ça passionne en cliquant sur le lien hypertexte sur une étude qui date de 2015 sur l'impact économique des organisations sportives internationales en Suisse, qui a évalué l'impact économique annuel moyen à environ 1 milliard de francs suisses, c'est à peu près la même chose en euros, hein, pour, pour la Suisse, dont la moitié pour le canton de Vaud et un quart pour la seule ville ou agglomération de Lausanne. Donc c'est quand même pas neutre, hein. Alors, la ville de Lausanne a fait des investissements pour attirer, par exemple, elle accorde des facilités pour les permis de construire si les fédérations internationales veulent, comment dirais-je, construire leur siège sur le territoire de la ville de Lausanne, mais ça lui rapporte aussi en retour. Et un truc intéressant, c'est que la ville de Lausanne a constitué une société constituée à part égale entre elle, le canton de Vaud et le CIO, pour gérer ce qu'on appelle la MSI, la Maison du Sport International, en 2006. Maison du Sport International, c'est un bâtiment, un grand bâtiment qui fait plus de 5000 mètres carrés à l'entrée de la ville de Lausanne et qui accueille un certain nombre de petites ou moyennes fédérations internationales comme la boxe, l'escrime, l'aviron, etc., etc. Et en fait, chaque fédération internationale va avoir ses propres bureaux, mais va y avoir aussi des espaces communs avec des salles de réunion, de conférences, il y a une cafétéria commune pour le personnel, etc. Donc c'est un peu un espace de coworking de fédération internationale de taille plus modeste pour celles qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre siège.
Là aussi, vous avez un lien hypertexte pour aller sur le site de la MSI pour voir à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est un outil intéressant pour ce genre de fédération internationale. Juste par parenthèse, il y a certaines fédérations nationales en France qui se sont regroupées, mais à 2 ou 3 pour, pareil, partager des bureaux. Je sais que je crois que la fédération de tir à l'arc, celle de sport pour tous et puis celle d'escrime, quelque chose comme ça, se sont regroupées à Noisy, je ne sais jamais le sec ou le grand, hein, dans l'Est, pour voilà, avoir des bureaux communs, mais ça reste assez modeste quoi, à l'échelle de la France. Et, et c'était le projet au départ du bâtiment dans lequel c'est l'OSF, où Tout à fait. initialement il y avait quelques fédés ou organismes qui tournent autour du sport. Bon, avec le temps, ça s'est un peu étiolé, mais c'était l'idée de départ du bâtiment. Tout à fait. Le bâtiment, je ne sais pas si ça avait été mentionné dans un précédent webinaire, qui a été payé avec les sous des Jeux Olympiques d'Albertville de 1992. C'est ça. Donc, on va voir ce qu'on va faire maintenant avec le pactole qui arrive. On les paiera Jeux la de rénovation 2024. avec ceux de 2024. Alors, donc, il y a aussi des Il y a réseaux. juste une question dans le fil. Est-ce que Ouais. les fédérations internationales payent un loyer ou autre pour la maison? Oui, 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 Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais avec des coûts voilà, qui sont peut-être plus abordables que voilà, du oui, loyer c'est classique, quoi. l'intérêt, c'est aussi qu'il y a des coûts qui sont mutualisés et ça, ça a un fort intérêt. Et je pense, alors je ne sais pas combien ils payent, honnêtement, je sais qu'ils payent quelque chose, mais je pense que c'est intéressant par rapport à s'ils devaient louer eux-mêmes des bureaux dans Lausanne ou pas, hein. Donc, au-delà de ces raisons politiques et géographiques, il y a des raisons juridiques, hein, je vous l'ai déjà dit. La loi, donc c'est le Code civil suisse, les articles 60 et suivants, mais ça, on s'en fout un petit peu, qui, voilà, qui organise les associations à but non lucratif en Suisse. Et le régime est très, très libéral, même encore plus que celui de la loi de 1901 en France, qui est déjà très libéral. Donc voilà, il y a aussi cette souplesse d'organisation qui est accordée aux associations en Suisse. Et effectivement, il peut y avoir des raisons fiscales. Vous avez une exonération de l'impôt fédéral direct par les autorités cantonales. Donc, c'est chaque canton qui va décider, donc le canton de Vaud pour ce qui le concerne, le canton de Zurich pour ce qui le concerne, le canton de Berne pour ce qui le concerne. Chaque canton va décider d'exonérer ou pas d'impôt fédéral direct certaines organisations, dont les fédérations internationales. Par contre, ça ne concerne que l'impôt fédéral direct et les autres impôts sont dus, par exemple les cotisations sociales pour les salariés, des choses comme ça. Alors, hein, c'était un peu la foire, parce que chaque canton faisait un peu ce qu'il voulait. Et en 2008, le Conseil fédéral suisse, donc au niveau de l'État, pas au niveau du canton, de la région, a pris un arrêté pour uniformiser un peu tout ça. Et désormais, pour bénéficier de cette exonération, il faut avoir un but d'intérêt général. Donc, quand on organise du sport, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. On peut avoir des activités lucratives si ce n'est pas la seule finalité poursuivie. Donc, si on peut faire du business, mais pas pour enrichir des actionnaires. Il faut que ça serve au développement du sport. Et il faut être reconnu par le CIO. Donc, si vous êtes une fédération internationale, mais que vous n'êtes pas reconnu par le CIO, ça ne veut pas dire qu'il faut être un sport olympique, hein. Il faut être reconnu par le CIO. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait des tas de fédérations, la FIA, c'est un mauvais exemple parce qu'ils n'ont pas leur siège en, en Suisse, mais vous prenez une fédération non olympique qui a son siège en Suisse, à partir du moment où elle est reconnue par le CIO, elle peut éventuellement bénéficier de cette exonération fiscale. Et le CIO lui-même bénéficie en plus d'un statut administratif spécial qui a été négocié directement auprès des autorités nationales suisses. Et donc, en plus de l'exonération fiscale, le CIO, il a notamment des facilités douanières pour les visas, les choses comme ça, parce que si vous êtes un membre du CIO français, ce n'est pas trop un problème d'aller et venir entre la France et la Suisse. Si vous venez de certains pays dans le monde, en général, c'est un peu plus compliqué en termes de visa, etc. Je ne sais pas s'il y a un membre syrien, par exemple, du CIO, mais je pense que n'importe quel Syrien ne peut pas aller et venir comme il veut en Suisse. Bah, si vous êtes membre du CIO, vous pouvez, parce qu'il y a un accord particulier entre le CIO et les autorités suisses. OK? Donc, au final, si vous voulez, tout de suite, on vous dit, ouais, pourquoi les fédérations internationales sont en Suisse? Ouais, pour les impôts. Oui, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la première raison. D'abord, historiquement, quand elles sont toutes venues s'installer en Suisse au début du XXe siècle,
elles n'avaient pas d'argent, hein. Donc il n'y avait pas beaucoup de problématiques fiscales. Et même aujourd'hui, certes, vous avez des FIFA, vous avez des mastodontes, mais vous avez aussi beaucoup de fédérations internationales qui ont un budget annuel, je vous l'ai dit la semaine dernière, entre 5 et 10 millions d'euros de francs suisses, et c'est souvent moins que le budget de la fédération française de la même discipline. Donc il n'y a pas non plus, dans certains sports, des montagnes d'argent qu'il faut cacher et soustraire à l'impôt. Donc quelque part, la raison fiscale, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas non plus forcément la raison principale. Les vraies raisons principales, c'est plus tellement le caractère géographique central, parce que maintenant, avec les moyens de communication, c'est plus trop un problème de venir en Suisse de n'importe où dans le monde, mais la neutralité politique, le régime juridique très favorable aux associations et la force d'attraction du CIO, ça, c'est les trois raisons majeures pour lesquelles les fédérations internationales sont en Suisse. Et la raison fiscale, c'est quelque part une raison bis, mais qui va beaucoup intéresser certaines, mais qui ne va pas être déterminante pour d'autres. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la localisation du siège social des FI? Non? Alors, on va terminer ce webinaire avec 2-3 mots sur la résolution des litiges au plan international, qui donc était ce que j'étais en train de dire quand Romain m'a appelé pour me dire que j'étais plus en ligne. Donc, je vais rattraper mon retard, une fois de plus, désolé. Je vais enfoncer une ou deux portes ouvertes, hein, attention au courant d'air. Le sport implique des règles impliquent des litiges, parce que s'il y a des règles, évidemment, il y en a qui ne vont pas les respecter, et donc il faut des mécanismes pour régler les litiges, disciplinaires, sportifs, tout ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous réglez vos litiges, enfin, d'ailleurs ces possibilités elles peuvent se cumuler, soit vous réglez vos litiges en interne, avec des commissions internes, par exemple la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, par exemple la Cour d'appel internationale de la FIA, dont je m'occupe. Ça s'appelle Cour d'appel internationale, il y a des juges, mais en fait, ce n'est pas une cour d'appel comme la Cour d'appel de Paris avec des juges comme des magistrats classiques, hein. C'est juste des membres de commission d'une fédération internationale. Mais vous pouvez aussi régler vos litiges en externe, par des juridictions étatiques, et là, vous vous tournez devant les tribunaux de l'État du siège. Donc, si vous n'êtes pas content après une décision de la FIFA, qui a son siège en Suisse, et que vous voulez aller devant les tribunaux de l'État, vous allez devant les tribunaux suisses. Si vous n'êtes pas content après une décision de la FIA, qui a son siège à Paris, eh bien, vous allez devant le tribunal judiciaire de Paris, devant la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de la France, pas la Cour d'appel de la FIA, et puis la Cour de cassation. D'accord ? Mais vous pouvez aussi avoir des mécanismes de justice privée, ce qu'on appelle l'arbitrage juridictionnel. L'arbitrage juridictionnel, il ne faut pas confondre avec l'arbitrage sur le terrain avec un sifflet, hein. C'est un mécanisme de justice privée. Oui, je ne sais plus, Jacques, c'est ça qui a levé la main? C'est ça. Ouais. Mais si on fait appel à ces chambres de résolution, ça on le fait avant le TAS, après le TAS? Enfin, ou c'est dans des situations complètement différentes? Mais alors, bon, là, on pourrait y passer des heures, voire des semaines, hein, mais je vais essayer de vous le faire en 3 minutes. Pour aller devant une instance d'arbitrage, et la plus connue, effectivement, c'est le TAS, mais il n'y a pas que celle-là, hein. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a son siège, où ça, à Lausanne, en Suisse. Pour aller devant le TAS, il y a deux possibilités. Soit vous avez un litige, j'ai un litige avec Romain, d'accord? Ça n'arrivera pas, c'est une hypothèse d'école, mais j'ai un litige avec Romain, on est en Suisse, on est tous les deux Suisses, et puis ça parle de sport. On peut se mettre d'accord. Normalement, je veux attaquer Romain et je vais aller devant le tribunal de Lausanne classique. Mais je vais voir Romain et je lui dis, écoute, on pourrait se mettre d'accord, on signe une sorte de contrat pour que notre litige ne soit pas réglé par le tribunal de Lausanne, mais par le tribunal arbitral du sport, qui est de la justice privée. Donc on se met d'accord, une fois que le litige existe, pour aller devant le TAS. Ça, c'est la première possibilité. Et ce n'est pas celle qui est le plus utilisée. En général, quand tu commences à te friter, ce n'est pas le moment où tu vas signer un papier pour se mettre d'accord déjà. Voilà. Mais c'est possible. Parce qu'il y a des avantages aussi à aller devant la justice arbitrale, ça va plus vite. En principe, c'est jugé par des experts de la matière et pas par des juges lambda. Bon.
Mais ce qui se passe dans le sport, c'est que bien souvent, dans les règlements des fédérations internationales, dans les règlements de la FIBA, dans les règlements de la Fédé de tir à l'arc, de gymnastique, il est prévu que tout litige entre la fédération internationale et un athlète ou entre la fédération internationale et un club sera soumis au tribunal arbitral du sport. Donc on prévoit par avance dans les règlements qu'on n'ira pas devant les tribunaux de l'État, mais qu'on ira devant le tribunal arbitral du sport. Mais il faut que ça soit prévu dans les règlements de la fédération internationale. Et par exemple, la Fédération internationale de gymnastique, et comme plein de fédérations internationales, a dans ses règlements ce qu'on appelle une clause arbitrale, c'est-à-dire un article qui dit que tout litige entre la FIG, la Fédération internationale de gym, et les licenciés et les clubs sera soumis au TAS. Et donc, vous êtes obligé d'aller devant le TAS et vous ne pouvez pas aller devant le tribunal suisse. Si vous allez devant un tribunal suisse, la FIG, elle sortira ses règlements et le tribunal suisse il dira « Ah, je ne peux pas jouer parce qu'il y a une disposition dans les règlements qui prévoit qu'on est obligé d'aller devant le TAS. » Mais la FIA, elle n'a pas ça. Donc, si quelqu'un n'est pas content, par exemple, d'une décision de la Cour d'appel internationale de la FIA, comme dans les règlements de la FIA, il n'y a pas cette clause en faveur du TAS, et bien, si on n'est pas content, on va devant les tribunaux français. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne? Ou pas? Ouais. Mais du coup, si le problème, il est pas, si il y a un réel litige ou un truc comme ça, et que le TAS, il n'est pas forcément en ta faveur, c'est comme ça, quoi. Juste la Fédération internationale, elle reconnaîtra pas des juridictions d'un État. Tout à fait. Mais normalement, les juridictions d'un État, elles ne vont même pas rendre une décision. Elles vont dire, je ne suis pas compétent. Parce que vous avez prévu dans vos règlements que c'est le TAS qui devait trancher votre litige. Alors, une fois que le TAS a rendu sa décision, et il ne rend pas toujours des décisions en faveur des fédérations, il ne faut pas croire, de la même façon au niveau français que la conciliation du CNOSF n'est pas toujours favorable aux fédérations. Donc voilà. Mais si vous n'êtes pas content, une fois que le TAS a rendu sa décision, vous pouvez encore faire un recours quand même devant comment ça s'appelle? Le tribunal fédéral suisse, qui est en gros la Cour de cassation, la Cour suprême en Suisse. Mais c'est juste pour... vous ne pouvez pas tout resoumettre devant le tribunal fédéral suisse. Le tribunal fédéral suisse, il va juste regarder si justement la procédure devant le TAS elle s'est déroulée selon des critères habituels de transparence, d'égalité des chances, etc., etc. Vous voyez? Mais effectivement, dans ces fédérations, donc, une fois de plus, vous avez un litige dans le football, vous le soumettez en interne devant la chambre de résolution des litiges de la FIFA, donc ça c'est en interne. Vous n'êtes pas satisfait parce que dans les règlements de la FIFA, il y a une clause, vous êtes obligé d'aller devant le TAS. Vous avez le même type de litige à la FIA, vous allez d'abord devant en interne la cour d'appel de la FIA, donc jusqu'à présent c'est la même chose que dans le foot, sauf qu'à la sortie, comme la FIA, elle n'a pas prévu d'aller devant le TAS, si vous n'êtes pas content, vous devez aller devant les tribunaux, en l'occurrence les tribunaux français, parce que la FIA a son siège en France. Est-ce qu'on peut avoir une rapide définition du terme litige pour être sûr de bien comprendre? Parce que je fais une comparaison rapide avec ma pratique. Moi, je viens du squash et un litige, ça peut être juste un joueur qui se plaint post-compétition, par exemple, internationale, parce que son adversaire, il a eu tel ou tel comportement. Et parfois, de mon point de vue, la résolution d'un litige peut juste être aussi l'application du règlement, en fait. Tout à fait. Et du coup, ça passe pas forcément, on va dire, par des juridictions aussi importantes, on va dire. Mais du coup, c'est quoi la limite Et alors, c'est une excellente question. Alors, un litige, je vais être provocateur, hein, c'est un problème. Donc, mais effectivement, un litige, alors ça peut être avec un autre athlète, ça peut être, et dans ce cas-là, il ou elle s'est mal comporté, et dans ce cas-là, c'est la fédération qui va d'abord éventuellement le sanctionner disciplinairement, cet athlète, mais ensuite, cet athlète, s'il n'est pas content de la sanction, il pourra aller contester, éventuellement devant le TAS, etc.
Quand je parlais de litige, ce n'est pas tellement un litige avec un autre athlète auquel je pensais, c'est plus un litige avec la fédération internationale. Elle m'a interdit de participer à telle compétition parce qu'elle estime que ma licence n'était pas valable ou voilà, un truc de ce style. Et je peux contester. Voilà. Alors effectivement, des fois, il y a des trucs qui sont tellement mineurs que le juge, il va dire, c'est bon, je ne suis pas là pour régler un hors-jeu au football, hein, ou une balle qui serait lette, ça existe au squash, hein, lette, voilà. Donc, Absolument. tout à fait. En fait, en général, quand c'est de la pure application des règles du jeu, les juges, ils disent, que ce soit des juges étatiques ou le TAS, ils disent, c'est pas pour nous. Ça, c'est voilà. Mais par contre, dès lors qu'il y a par exemple une affaire disciplinaire ou voilà, je vais vous donner un exemple. À la Cour d'appel internationale de la FIA, régulièrement, on a des stewards, c'est-à-dire les arbitres, hein, les commissaires sportifs, les arbitres du sport automobile, qui, après une compétition, vont disqualifier une voiture parce que dans le sport automobile, c'est hyper réglementé la partie technique. Et je dis n'importe quoi, mais les plaquettes de frein doivent faire 4 mm d'épaisseur avec une tolérance de 1 mm. Et évidemment, à la fin de la course, oh, elle ne fait plus qu'un millimètre, ma plaquette de frein, disqualifiée. Parce qu'en sport automobile, si votre voiture n'est pas conforme au règlement technique, c'est comme du dopage en fait, et donc la sanction, c'est la disqualification. Bon, et ben, l'écurie, que ce soit du karting, du rallye ou de la Formule 1, qui n'est pas d'accord avec sa décision de disqualification, elle va d'abord, donc elle va avoir un litige avec la FIA, et ben ce litige, il va être traité d'abord par la Cour internationale d'appel de la FIA, par moi, euh, et derrière, la Cour d'appel de la FIA, elle peut donner raison à l'écurie, elle peut donner raison à la FIA, parce que c'est pas parce que c'est la Cour d'appel de la FIA qu'elle donne toujours raison à la FIA. Hein. Et une fois que c'est fini, mettons on donne raison à la FIA et donc on donne tort à celui qui a contesté. Celui qui a contesté, il peut cette fois contester et poursuivre le litige en dehors de la FIA. En l'occurrence, il ne pourra le faire que devant les tribunaux français parce que la FIA n'a pas dans ses règlements la clause pour aller devant le TAS. Mais si la FIA avait dans ses règlements une clause TAS, eh bien, la personne ne pourrait pas aller devant les tribunaux français et devrait aller devant le TAS. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur les litiges. Donc voilà. Et donc, deux mots très rapides sur le tribunal arbitral du Il y a une sport. main Donc, levée. ah, Vas-y, pardon, je n'ai pas Marvin. vu. Non, pas de Oui, souci, vas-y. j'avais une question, alors je ne sais pas exactement comment la formuler, mais je me demandais, est-ce que le TAS peut dire à un moment, moi je ne suis pas compétent, là c'est 100% du juridique, des choses qui relèvent de loi d'un État, et inversement, est-ce que les tribunaux dans les États peuvent se dire, ça c'est que du règlement, moi je ne suis pas apte à le juger, ou est-ce que les tribunaux dans les pays, typiquement en France avec la FIA, peuvent dire c'est pas de mon ressort, ça c'est que de l'application de règlement. Je ne sais pas comment ça se passe de ce Ah côté-là. ouais, non, mais c'est une très très bonne question. Alors évidemment, je vous le décris un peu à coup de hache, hein, ce monde, mais des fois, il y a des zones un peu grises, un peu sombres. Euh, il peut arriver que c'est rare que le TAS dise ça ne me concerne pas, hein, parce que à partir du moment où ça a un impact sur le sport, même si c'est des règles, on va dire, de droit du travail, qui ne sont pas Mhm. des règles sportives, le TAS va considérer qu'il est compétent parce que les règlements de la FIFA ou les règlements de la FIBA ou les règlements de la Fédé de squash ou de ce que vous voulez contiennent une clause qui lui attribue compétence. Inversement, les tribunaux étatiques, français, belges, italiens, tout ce que vous voulez, même quand il n'y a pas de clause pour le TAS, il peut leur arriver de dire, mais ça c'est du pur terrain, ça ne me concerne pas. Ça peut arriver. Et inversement de l'inversement, il peut arriver que normalement, il faut aller devant le TAS parce qu'il y a une clause dans les règlements de la Fédération internationale, que celui qui n'est pas content, il n'en fait qu'à sa tête et il va quand même devant les tribunaux étatiques. Normalement, le tribunal, il devrait dire, c'est pas chez moi parce qu'il y a la clause. Mais il est arrivé, notamment la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elle considère que sur certains aspects qui concernent justement des principes très fondamentaux du droit européen, ben, malgré la compétence du TAS, elle s'estime compétente, la Cour de justice. Voilà. Donc,
Une fois de plus, là, je pourrais développer, mais ça va devenir très, très technique. Mais voilà, une fois de plus, retenez que dans un monde classique, vous avez la zone des tribunaux d'arbitrage, comme le TAS, vous avez la zone des tribunaux étatiques, et puis il y a des zones grises plus ou moins importantes, parce que là aussi, selon les périodes, ça fluctue un petit peu, mais voilà. Je le mettais dans le fil de toute façon. Enfin, à l'échelle nationale, on vous alimentera sur aussi quelles sont aujourd'hui les procédures et les instances qui peuvent se positionner en cas de litige à Tout à fait. l'échelle d'une fédération et donc au territoire national. Et j'en profitais, du coup, j'en discutais avec mon collègue responsable de la conciliation au CNOSF. Je pense même qu'on essaiera peut-être de se faire un webinaire dédié pour vous expliquer Ah oui, voilà, ça c'est justement bien, ouais. comment tout ça s'articule. Pourquoi la conciliation, pourquoi sur d'autres sujets, parfois c'est la chambre d'arbitrage. Enfin voilà, l'histoire de vous représenter tout ça et que demain, quand vous serez amené à être face à ces situations, vous puissiez aussi avoir rapidement les bons réflexes de votre côté et pas perdre du temps à chercher Voilà, quelle parce que là, procédure activer ou autre. Là, l'objet de ces deux webinaires, c'était surtout l'environnement Mmh. international du sport. Je ne voulais pas trop rentrer dans le juridique pur, hein, mais moi, ça, j'aimerais bien, hein, mais après, il va me Sachant taper déjà. Je suis déjà en retard. Voilà, donc, les articulations, de toute façon, sont assez proches entre ce qui se passe ouais, au national et ce qui se passe à l'international, hein. Donc, si là, déjà, vous commencez à comprendre un peu quelle articulation, ce sera encore plus facile pour vous quand on l'évoquera au national. tout à fait. Donc, D'accord. juste, Merci pour la réponse. avec plaisir. Donc, très rapidement, l'arbitrage, donc j'ai déjà dit, c'est une alternative au juge d'État, c'est de la justice privée. Donc, historiquement, c'est très répandu dans le monde des affaires, hein. On parle de la lex mercatoria, hein, la loi des marchands. Et d'ailleurs, vous entendrez parfois parler, par analogie, de la lex sportiva, pour faire un peu des parallèles. Donc, le TAS, il a été créé dans les années 80 par un juge sénégalais, Keba Nbaye. Le système a été validé par le tribunal fédéral suisse, qui a considéré que c'était un vrai tribunal, enfin voilà, qu'il y avait des garanties, etc. Donc vous avez environ 350 arbitres, donc c'est comme ça qu'on appelle les juges du tribunal arbitral du sport, qui viennent d'une centaine de pays. Et bon an, mal an, le TAS gère entre 550 et 600 affaires par an. Donc il reçoit en gros 2 affaires par jour, 2 nouvelles affaires par jour. Donc il y a du taf. Donc là, bah, vous avez par exemple, vous avez 2 types de procédures. Premièrement, vous pouvez faire appel d'une décision de première instance d'un organe interne d'une fédération internationale. Donc classiquement, ça c'est les clauses de la FIFA, hein. Euh, tout recours contre des décisions, tu vois, l'article 58, tout recours contre des décisions prises par la FIFA, blablabla, blablabla, doit être déposé devant le TAS. Donc, vous avez d'abord la chambre de résolution des litiges, qui est une instance interne à la FIFA. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez devant le TAS. Donc, vous avez 2 types de procédures. Donc, la clause compromissoire, le compromis d'arbitrage. Donc, ça, c'est les termes techniques, hein. C'est ce que je vous disais. La clause compromissoire, c'est que vous avez un contrat qui prévoit par avance que tout litige sera soumis au TAS. Là, le contrat, c'est les règlements de la Fédération internationale. Le compromis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je me fâche avec Romain. Une fois que le litige est né, les parties se mettent d'accord pour le soumettre au TAS. Mais franchement, dans le monde du sport, on est plus sur le premier système que sur le deuxième. Donc les avantages du TAS, c'est que vous avez des arbitres qui sont spécialisés, qui connaissent bien le sport. C'est assez rapide, même pendant les Jeux Olympiques, il y a ce qu'on appelle une chambre ad hoc, c'est-à-dire que les litiges ils peuvent être réglés en 24 heures, parce que des fois, il faut savoir si la personne elle peut participer à l'épreuve. Moi, par exemple, pendant les Jeux Olympiques de Paris, en tant qu'avocat, j'ai plaidé devant la chambre ad hoc du TAS pour une sombre histoire d'un athlète qui contestait le fait qu'il n'était pas sélectionné pour être le 20e remplaçant du 4x400. Bon, bref. Voilà, donc je suis allé, heureusement j'avais amené ma robe et je suis allé plaider devant le TAS pendant les Jeux Olympiques. Euh, bon, des mesures provisionnelles. Ça coûte moins cher par rapport à l'arbitrage commercial, mais il faut savoir que c'est quand même cher, hein. Si vous allez devant le TAS, vous pouvez compter entre 20 et 30 000 euros. C'est pas sans compter vos frais d'avocat, parce que les arbitres, ils sont payés. Enfin, ils sont payés, ils sont rémunérés. Bien sûr, il faut faire attention quand on dit que les arbitres sont payés. Le droit suisse qui est applicable, parce que là aussi, c'est un droit qui est très favorable au système d'arbitrage. Et puis, efficacité de l'application des sentences du TAS. Les inconvénients du TAS, parce qu'il y en a aussi, la proximité des arbitres et des FI, parce que c'est un petit monde, et bon, voilà, des fois, on peut se demander si les arbitres sont bien indépendants. La longueur des procédures, parce que autant pendant les Jeux Olympiques, ça peut aller très très vite, autant en dehors des Jeux Olympiques, des fois, ça peut traîner assez long.
C'est des procédures qui sont souvent influencées par le droit anglo-saxon. Donc, si vous êtes un avocat anglais, vous êtes avantagé. Si vous êtes un avocat français ou italien, un petit peu moins, parce que ce n'est pas exactement les mêmes réflexes, les mêmes procédures. Et puis, bah, c'est quand même plus cher que d'aller devant le tribunal de Paris ou quoi. Donc ça, il y a des avantages et des inconvénients comme tous les systèmes. Donc, il faut juste faire attention à ne pas comparer, par exemple, la Cour d'appel internationale de la FIA ou la Chambre de résolution des litiges de la FIFA et le TAS. Ce n'est pas la même chose. Hein, la Cour d'appel de la FIA, la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, c'est interne aux fédérations internationales. Le TAS, c'est externe. Donc, ce qu'il faut comparer, s'il y a besoin de faire des comparaisons, c'est le TAS par rapport aux juridictions étatiques, en termes d'avantages et d'inconvénients. Est-ce qu'il est plus intéressant d'aller devant le TAS que d'aller devant le tribunal de Paris quand on est la FIA? D'accord. Et on peut comparer aussi le TAS avec d'autres mécanismes d'arbitrage sportif, parce qu'il n'y a pas que le TAS qui existe. La FIBA a mis en place aussi un tribunal, enfin un Basketball Arbitral Tribunal, le BAT, donc un tribunal, c'est une sorte de TAS, mais spécialisé dans le basket. Donc là aussi, pour ceux que ça intéresse, vous irez cliquer sur le lien pour voir à quoi ça ressemble. Et vous avez Sports Resolution, qui est une sorte de concurrent du TAS, qui s'est créé il y a quelques années à Londres, en Angleterre, et qui prend un peu d'importance parce qu'il y a certaines fédérations internationales qui trouvent que bah, finalement, le TAS, il n'y a pas que des avantages. Des fois, c'est un peu long, des fois, c'est un peu cher. Et donc, ils enlèvent, certaines fédérations internationales ont enlevé de leur règlement la clause du TAS pour la remplacer par une clause en faveur de Sports Resolution. Ça arrive. Gardez juste en tête que le TAS restera toujours obligatoire dans un cas de figure, même pour la FIA par exemple, c'est pour tout ce qui est le dopage. À partir du moment où vous êtes une fédération internationale qui accepte le Code mondial antidopage, et si vous voulez être reconnu par le CIO, vous devez accepter le Code mondial antidopage, donc c'est un peu contraint. Le Code mondial antidopage impose que tous les litiges se terminent devant le TAS. Donc, pour reprendre mon exemple de la FIA, elle ne va jamais devant le TAS, sauf pour les affaires de dopage, quand il n'y en a pas très souvent, parce que c'est une obligation liée au Code mondial antidopage, qui lui-même est lié à la reconnaissance de la FIA par le CIO. OK? Voilà, j'ai terminé. J'ai été encore long, hein, mais ça, c'est la faute de la technique, on va dire, et puis aussi de vos questions pertinentes, et puis aussi parce que je suis bavard. Voilà, vous avez mes coordonnées si jamais vous avez besoin. J'ai enlevé mes trucs Twitter parce que je me suis barré il y a plus d'un an et demi parce que c'était nul. Donc voilà. Des questions subsidiaires pour la route ou vous en pouvez plus? Allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des dernières questions, remarques ou autres, profitez. On a l'air d'être bon. Ouais, évidemment, je corrige 2-3 coquilles que j'ai vues au passage et puis je partage le PowerPoint avec Romain qui vous le fera suivre. Et puis, une fois de plus, vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin d'un avocat sympa en droit du sport, vous savez où me trouver. Si vous voulez vous former au CDES, vous allez sur notre site et vous candidatez à nos formations. Enfin bref, vous serez toujours les bienvenus et c'est très bien de vous investir et bon courage pour la suite. On a une question qui vient de tomber. Comment est Ah, financé le TAS? Est-ce que c'est par les fédérations internationales directement? très bonne question aussi. Alors, c'est financé en partie par les fédérations internationales, en partie par le CIO et aussi par ce que chacun paye quand il soumet une affaire au TAS. Je vous ai dit que vous pouvez sortir 20-30 000 euros, bah, ça sert aussi à ça. Mais en plus de ça, il y a aussi il y a des subventions, on va le dire comme ça, qui sont versées par les fédérations internationales et par le CIO. Équité des contributeurs, dans le sens, je pense, est-ce que chaque fédération internationale Non, bien verse sûr le que même non. montant? Est-ce que chaque aussi affaire, enfin chaque personne qui participe à une affaire verse le même montant ou est-ce qu'il y a Non, peut-être des... ça dépend des affaires. Alors, il faut savoir que quand je vous dis 20-30 000 euros, c'est pour une affaire classique. Par contre, si vous êtes un sportif
qui a été sanctionné disciplinairement par sa fédération internationale et qui a ensuite fait un recours devant le TAS, là, la procédure est gratuite, entre guillemets. C'est-à-dire que vous aurez juste des droits administratifs qui doivent se monter à 1000 francs suisses à payer. Vous devrez aussi payer vos avocats, si vous en avez. Mais il y a aussi un système un peu d'avocats commis d'office, là, un peu gratuit. Et donc, quand même, il y a un système pour que les athlètes ils puissent avoir accès au TAS, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de sortir, évidemment, 20 ou 30 000 francs suisses pour sa défense. Mais c'est dans le cas très particulier d'une sanction disciplinaire contre un athlète que la procédure, elle est quasiment gratuite. Et après, ça dépend ensuite de la... Parce que la plupart des frais qui sont liés à une affaire, c'est les honoraires qui sont payés aux arbitres pour le travail qu'ils effectuent. Et ça dépend du nombre d'heures qu'ils y passent. Donc ça va varier en fonction de la complexité de l'affaire. Et merci Jean-Christophe. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ces deux webinaires et tout ce que tu as pu nous présenter. Eh bien, grand merci à toutes plaisir. et tous. Je vous partagerai du coup la présentation et les deux replays sur la plateforme sportive la semaine prochaine parce qu'avec l'âge élective, mon service com ne sera pas m'occuper, mais le plus rapidement possible en tout cas. On se retrouve nous pour le prochain webinaire le mardi 8 juillet. On va parler avec nos amis du Cosmos emploi sportif. Pareil, voilà, on ne fera pas de vous, encore une fois, des experts des sujets d'emploi, mais c'est vraiment vous sensibiliser sur les grands sujets, les tendances aussi qu'ils peuvent observer de leur côté au niveau du Cosmos. Donc voilà, on vous y attend impatiemment. D'ici là, passez une bonne soirée et donc on se revoit le 8 juillet. Puis si vous avez toutes des questions ou autres, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. Vous pouvez écrire par mail à moi-même ou à Pauline, on sera là pour vous répondre. Merci à toutes et tous. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.